Messieurs, je suis ravie de vous retrouver encore une fois de plus pour le compte de cette émission qui revient ce soir avec Jean-Lucien Boussa, qui est député national, membre de l'opposition. Il a été élu de Boudjala. Il est également président de CDR, courant des démocrates rénovateurs. Jean-Lucien Boussa, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous allez bien? Ouais. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, le 19, c'est-à-dire avant-hier, le CDR a célébré le 1 an d'existence officiellement. Il a été présenté officiellement au grand public le 19 juillet de l'année passée. Aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour. Quel bilan faites-vous? Merci d'abord de l'invitation. Merci aussi de la question que vous me posez sur le CDR, notre parti politique. Comme vous savez, depuis le 19 juillet dernier, donc le CDR a fait une année de sa présentation au public congolais et donc à l'opinion tant nationale qu'internationale. Et le bilan, je crois que tout le monde sait que lorsqu'un parti politique est créé, il y a des défis à relever. Le premier défi, c'est son ancrage à l'intérieur du pays. Le second défi, c'est le fait qu'il compte parmi les acteurs présents dans la scène politique. C'est pas vous-même en tant qu'individu qui comptez. Est-ce que c'est les partis? Parce qu'il faut faire la part de choses. Tout ça va ensemble. Et le troisième défi, c'est aussi la reconnaissance des partenaires de la République démocratique du Congo, parce que nous ne sommes pas dans une vision autarcique du pays. On ne vit pas à vase clos. Et donc, de ce point de vue, aujourd'hui, nous avons le plaisir de dire que le CDR est véritablement une force qui compte dans le pays. Sur le plan interne, c'est pas moi qui le dirai, mais je pense que ceux qui nous suivent savent très bien que le CDR existe comme parti politique d'opposition. Et grâce à cet instrument des combats politiques et des conquêtes des pouvoirs, nous avons, avec l'opposition, mené un combat ardu en 2014, en 2015, qui s'est cristallisé, on peut dire, par le mouvement que nous avons entrepris depuis fin décembre 2014 pour dire non à la révision de la Constitution. Nous avons en même temps dit non aussi à toutes les manœuvres tendant à vouloir lier les mandats du président à des artifices du type recensement, etc. Et donc le 19 janvier, le 20, le 21 jusqu'au 25, l'opinion publique, avec nous ensemble, avons dit non à cela, et le CDR a fait partie donc de ces vastes mouvements qui a voulu le respect de la Constitution et qui veut l'alternance politique en République démocratique du Congo. Deuxièmement, par rapport à l'interne, comme vous savez, le calendrier de la CENI avait programmé ou a programmé les élections députés provinciaux. Pour les CDR, c'était la première fois de s'engager. Et vous avez automatiquement aligné dans un processus électoral à ces niveaux. Nous sommes satisfaits aujourd'hui. Et ce que nous suivent savent que les CDR alignés des candidats à ces niveaux-là, au niveau des députés provinciaux dans la ville de Kinshasa, nous avons 43 candidats sur 44. Donc, mais un an après, vous avez accru les nombres d'adhérents? Bien sûr que oui, mais je crois que la matérialisation, c'est aussi les listes des candidats. Un parti politique ne vaut que lorsqu'il est capable de pouvoir participer. Mais avoir votre siège, avoir déjà votre siège, c'est comme si vous sélectionnez les adhérents. Non, le CDR est un parti de masse, mais c'est aussi un parti élitiste. Il y a cette synthèse entre les élites et la masse qui permet à tout un pays de se retrouver dans un parti politique d'avenir. Et donc je disais qu'à Kinshasa, par exemple, nous avons aligné 43 candidats sur 44. Ça veut dire 23 circonscriptions électorales sur 24. Dans le Bas-Congo, nous sommes représentés, on peut dire le CDR représenté dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, où nous avons des fédérations, mais surtout, nous avons des candidats députés provinciaux à ce niveau-là. Donc sur le plan interne, le bilan est très très positif. Sur le plan de notre présence au sein de la classe politique congolaise en tant que force qui compte, je crois qu'il appartient à l'opinion d'en juger. Et vous savez très bien que les CDR dans l'opposition a assumé par 2 fois les mandats de porte-parole, je vais dire, des modérateurs de l'opposition, parce que c'est une modération rotative. Et donc nous l'avons fait avec beaucoup de chances de faire atteindre les résultats de l'opposition, notamment le 12 janvier. Mais on va dire comme ça, bref, vous vous en réjouissez? Je crois que le temps n'est pas de se réjouir, mais de dire que nous savons que nous existons sur le terrain.
Et je pense que c'est un bilan positif, mais nous n'avons pas dormi sur nos lauriers. Par contre, il y a le peuple congolais qui sont réjouis aujourd'hui par rapport aux réalisations que fait le gouvernement après l'inauguration de la primature qui a coulé beaucoup d'encre et de salive par rapport à la réalisation de travaux. Aujourd'hui, il y a le bâtiment intelligent qui s'impose sur le boulevard du 30 juin. Alors, on va dire comme ça que... Quel regard fixez-vous sur les efforts que fournit le gouvernement dans ce secteur d'infrastructure? Mais d'abord, le peuple congolais ne se réjouit de rien aujourd'hui. Le peuple congolais a faim. Le peuple congolais n'a pas d'emploi, le peuple congolais n'a pas de salaire décent, le peuple congolais n'a pas de courant, il n'a pas d'électricité, le peuple congolais n'a pas de transport, le peuple congolais vit... il y en a 70% qui vivent en deçà du seuil normal de pauvreté avec moins de $2 par jour. Mais les décors est en train d'être plantés. D'ici à la fin de l'année, nous passerons à deux chiffres par rapport à la croissance économique. Je voudrais qu'en parlant du peuple congolais, qu'on se rappelle que lorsqu'on se réveille le matin, lorsque les citoyens congolais se réveillent le matin chez lui, qu'est-ce qu'il a comme problème? Qu'est-ce qu'il affronte comme problème? Mais vous êtes quand même d'accord qu'il y a un processus, il y a un décor qui doit être planté pour... Il dort avec quel autre problème? Je crois que c'est ça la difficulté que nous avons dans l'appréciation de ce qui devait être fait par rapport à ce qui est fait. Le problème n'est pas que rien n'est fait. Le problème est que ce qui est fait est nul par rapport aux moyens disponibles. Parce que le mal était profond. Par rapport à ce qui devait être fait. Parce que le mal était profond. Je crois que c'est ça la question. Aujourd'hui, vous posez la question au peuple congolais, en tout cas ceux qui sont hors système gouvernemental, n'est-ce pas, hors institution, ils vous diront que la misère a atteint son paroxysme et ne demande pas autre chose que l'alternance politique en République démocratique du Congo pour un nouveau leadership au sommet de l'État qui impulse de nouvelles politiques qui atteignent exactement le peuple congolais. Maintenant, par rapport au bâtiment dont vous dites intelligent, vous savez... il y a un bâtiment qui a été construit. Ça, personne ne peut ne pas l'avoir vu. Mais un bâtiment, un seul bâtiment, dans un pays de 2 345 000 km², dans un pays de 26 provinces aujourd'hui, après 15 ans d'exercice de pouvoir, mais le bilan est ridicule. Voilà. Il y a des pays au monde où on n'inaugure pas ce type de bâtiment. Ça s'est construit tellement, ça pousse comme des champignons qu'on n'a même pas besoin d'inaugurer, on a besoin de travailler. Je crois que c'est vrai que ces bâtiments, on l'a vu, c'est un effort, mais des problèmes se posent. Premier problème, c'est des problèmes de choix. Oui, c'est vrai, il était ridicule d'avoir des ministères aujourd'hui les ministères qui ne seront plus locataires. Il était ridicule de voir des ministères qui sont locataires. Depuis 1960. Alors que l'État congolais avait des bâtiments qui sont pillés par ceux qui sont au pouvoir. Voilà les problèmes. Par ceux qui étaient au pouvoir. Non, moi je parle de ceux qui ont exercé le pouvoir. Je parle au passé, composé. N'est-ce pas? Et donc, l'État congolais ne manquait pas de bâtiments. Mais ceux qui sont au pouvoir, ceux qui ont privatisé les bâtiments publics, aller à la Gombe, c'était des bâtiments publics. Mais ça appartient à des messieurs, dames qui roulent en cortège, qui disent que c'est leur propriété. C'est scandaleux, madame. Afrique, hein, on va apaiser les tensions, on va parler de l'Afrique. On constate actuellement que le dialogue, la médiation, les négociations sont actuellement à la mode en Afrique, mais cela débouche toujours sur des consensus assez compliqués. Cela peut être dû à quoi? Certains auteurs ont parlé de la malédiction de l'Afrique. Okay. Je n'y crois pas. La malédiction parce que... Mais qu'est-ce qui se passe que l'Afrique qui est consciente que sa situation, la situation de ses citoyens, sa situation économique est de plus déplorable du monde, mais qu'elle se mette à construire des modèles qui n'affectent que négativement la croissance économique et le développement économique du pays. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des dirigeants africains qui se croient être des dieux sur terre? Mais non, lorsque nous crions à l'état des droits, il faut respecter l'état des droits. Madame, le mandat du président est fixé par des constitutions de la République. Et il n'y a pas de loi au-dessus de la Constitution. Les Africains considèrent que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, ben c'est les hommes les plus intelligents de la planète. C'est des présidents les plus puissants de la Terre. En réalité, quand on voit l'évolution de leur pays, la situation sociale de leur pays par rapport à ce que doit être la grandeur des dirigeants, c'est des piètres dirigeants. Parce que la grandeur des dirigeants doit se mesurer à l'aune de sa capacité à pouvoir résoudre les problèmes du pays et des citoyens. Mais lorsque les dirigeants s'accrochent qu'à leur pouvoir, ils ne font que vouloir résoudre leurs propres problèmes, alors on n'a pas de leader dans le pays.
On n'a pas de leaders en Afrique. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Burundi, Rwanda, Congo-Brazzaville, etc. Aujourd'hui déjà c'est l'élection de Burundi, après l'échec orchestré avec la médiation de Museveni. On va dire que le forcing est en train d'entretenir Nkurunziza. Pourquoi est-ce qu'en Afrique il n'y a pas de passation de mandat de manière civilisée? Je crois qu'on n'a pas de dirigeants civilisés déjà, parce que s'ils étaient civilisés, on passerait les pouvoirs de manière civilisée. Et je crois qu'il y a un problème de conception de pouvoir. Est-ce que l'Afrique ne peut pas écrire sa propre démocratie, par exemple, calquée sur les réalités africaines? Madame, la démocratie est un système qui se définit très simplement par le fait que c'est un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais la Chine n'emprunte pas. S'il vous plaît, mais nous sommes en Afrique. Reposons sur un état de droit. La Chine, je voulais dire, n'emprunte pas cette démocratie. C'est les choix que nous avons faits en Afrique. Et en République démocratique du Congo, nous avons fait ces choix. Je revois encore l'image de M. Kabila, président de la République, présentant la nouvelle constitution de la République, le 18 février 2006. C'est réjouissant même de cela. Mais je pense qu'il devait se réjouir aussi aujourd'hui, que son mandat prend terme, conformément à cette constitution, en 2016, qui devait être l'homme le plus heureux, à pouvoir faire une passation, parce que vous parlez de l'Afrique, ok, à pouvoir faire une passation de pouvoir apaisé avec les autres, l'autre président qui viendrait. C'est le cas pour les pays que vous m'avez cités, le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays africains. Madame, parce qu'en même temps, dans la même Afrique, il y a des modèles. Il y a des modèles. Le Sénégal était modèle. Le Ghana était modèle d'alternance politique. Le Botswana était modèle. Le Nigeria était modèle. L'Afrique du Sud était modèle. Le Congo-Brazzaville n'est pas modèle parce qu'il vient de sortir de son dialogue. Je vais simplement dire que lorsqu'on veut la paix, après son mandat, ou lorsqu'on veut que la paix se consolide dans un pays, que la démocratie se consolide avec son socle, l'état des droits, lorsqu'on veut que le développement économique avec les acquis successifs se consolide et que le peuple trouve son bonheur, il faut concevoir un système de gouvernement où les citoyens ont la garantie que ce n'est pas les questions politiques qui peuvent être à la base des guerres. Madame, la Constitution de la République démocratique du Congo, pour ne revenir que là-dessus, dans son préambule, indique les causes fondamentales des guerres que le pays a connues. Problème de légitimité, problème de conquête de pouvoir, madame. Est-ce qu'on n'a pas compris cela lorsqu'on a été à Sun City? Est-ce qu'on n'a pas compris cela lorsque des guerres ont envahi ces pays, notamment à l'est du pays, y compris dans une partie de la province orientale et à l'Équateur? On n'a pas encore compris cela. Mais si on a bien compris et qu'on travaille dans l'intérêt des citoyens, on devrait permettre au peuple congolais qui ne demande pas autre chose. Les peuples congolais ne demandent pas la guerre. Les peuples africains ne demandent pas la guerre. Les peuples congolais veulent la paix et le développement économique et social. Et pour ce faire, ils ont fait le choix de la démocratie, qui a comme socle l'état des droits. Et l'état des droits est consacré dans la Constitution, qui dit que le pouvoir doit être alternatif pour permettre aux compétences nouvelles d'apporter des idées nouvelles, mais pour permettre aussi de stabiliser le pays sur le long terme. Et je crois que c'est ça la problématique. Tout le monde qui pense qu'il faut rester au pouvoir autant de temps qu'on voudrait y rester, mais vous savez que dans ces pays, on a connu quelqu'un qui est resté au pouvoir pendant 32 ans, mais qui a pris la poudre d'escampette. Et le pays a été mis à feu et à sang. Alors, que pensez-vous du fait que le Congo-Brazzaville vient de sortir de son dialogue avec comme résolution la non-limitation d'âge à la présidentielle et l'abrogation de la restriction de nombre de mandats à un chef d'État? Je viens de répondre à la question par rapport à toute l'Afrique. J'ai dit que... Spécifiquement pour le Brazzaville, parce que nous irons la question est globale pour ces présidents de la République qui ont envie de rester au pouvoir à vie. Mais il y aura quand même élection à Brazzaville, malgré cela. La question est globale. Qu'on fasse ce qu'on veut. Moi, mon problème, ce n'est pas Brazzaville. Moi, je parle du Congo. Mais nous avons répondu à la question africaine. OK? En disant, on a besoin des modèles. Et en Afrique, il ne manque pas de modèles. Nous avons cité le dernier modèle, c'est le Nigeria, le plus grand pays d'Afrique. Aussi bien sur le plan démographique que sur le plan économique, par ailleurs. Mais voilà les modèles qu'il emprunte. Est-ce qu'on ne peut pas suivre des bons exemples? Pourquoi l'Afrique fait toujours des mauvais exemples? C'est là la question. Mais alors, 50 jours après les consultations présidentielles, il y a un silence de radio. Comment interprétez-vous ce silence?
Je pense qu'il faut poser la question à l'initiateur des consultations. L'opposition politique a dit non à ces consultations, pour des raisons simples, madame. Lorsqu'il était nécessaire de faire le dialogue, en fin 2012, début 2013, etc., le président de la République nous a opposé les concertations nationales. Et c'est lui qui a dit que c'était ça le dialogue. J'ai vu l'ouverture des concertations nationales en pompe. J'ai vu aussi le discours, j'ai entendu le discours de clôture du président de la République. Et j'avais pensé que c'était l'occasion pour lui d'avoir répondu aux questions que lui posait la société. Vous avez participé à ces concertations? Non, nous avons dit non. Mais voilà, raison pour laquelle il y a un dialogue qui est organisé par tous ceux qui n'ont pas participé aux concertations. Ceux qui n'ont pas Alors que leurs avis comptent également. Ceux qui n'ont pas participé disent que c'est celui qui a convoqué les dialogues, et qui veut les dialogues, qui doit en donner les motivations après les concertations nationales. Lorsque le chef de l'État clôture les concertations nationales, vous vous rappelez de son discours? Il considère que, désormais, donc à partir de ces moments-là, le pays regardait autrement son avenir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le même président de la République considère que les concertations qu'il avait initiées ont lamentablement échoué. Il ne dit pas dans quelle mesure ça a échoué. Il nous appelle à un dialogue. Mais c'est celui qui vous appelle au dialogue qui, lui, est conscient de ce qu'il faut et de ce qu'il fait, qui doit nous dire pourquoi il appelle à ces dialogues. Lorsque vous êtes dans une maison et que le père vous dit « Écoutez mes enfants, j'ai besoin d'échanger avec vous ». Je prends l'exemple d'une famille. Mais qui doit dire c'est pourquoi il veut parler. Mais justement, cela a été dit pour une élection apaisée. Pour notre part, madame, l'enjeu est clair. L'enjeu est connu. L'enjeu pour ceux qui sont au pouvoir, c'est de s'éterniser au pouvoir. C'est ça l'enjeu. Pour ce faire, tous les artifices sont bons. Ils ont commencé par écrire des livres pour dire l'inaliénation de la nation ou la révision constitutionnelle. Ils ont voulu nous amener dans un schéma de révision constitutionnelle, ça n'a pas marché. Ils ont voulu nous amener dans un autre schéma d'élection de députés provinciaux au second degré, ça a échoué. Ils ont voulu lier les élections au recensement de la population, le peuple a dit non. Maintenant qu'ils n'ont pas réussi tout cela, ils se disent mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il faut un dialogue pour partager le pouvoir avec quelques opposants et dire que tout va bien. Mais non, cette opposition dit non. Puisque vous parlez Madame, cette opposition dit non à ces schémas-là. On ne sera pas. Laquelle des oppositions? Parce qu'il y en a d'autres qui ont quand même accepté ce dialogue. L'UDPS, par exemple, a accepté ce dialogue. C'est le plus grand parti de l'opposition. Mais à une seule condition, que les délais soient respectés. Après septembre, il n'y aura plus à ce dialogue. Alors, qu'est-ce qui arriverait si cette opposition participe au dialogue? Mais ça sera la même chose, madame. Participe au dialogue et que la question de la révision ou de la modification de la Constitution revienne. Madame, vous avez dit qu'il y a une certaine opposition, etc. Déjà, je commence par parler de ceux qui sont déjà partis pour les concertations. Certains étaient allés en concertation, les opposants. D'autres sont devenus membres de la majorité aujourd'hui parce qu'ils participent au gouvernement. Okay. Mais la situation des Congolais n'a pas changé. Les revendications des citoyens par rapport au respect de la Constitution et à la volonté de pouvoir alterner le pouvoir n'a pas changé. Ça, c'est de un. De deux, vous me citez d'autres partis politiques qui, aujourd'hui, sont d'accord avec les dialogues. Mais libre à eux de pouvoir être d'accord avec les dialogues. Mais il y a une bonne partie de l'opposition et des citoyens congolais qui disent non au dialogue. Et ils ont aussi dit non aux concertations nationales. Maintenant, si quelques opposants se décident de rejoindre la majorité, mais c'est leur choix. C'est leur choix. Vous savez qu'il existe un statut de l'opposition qui dit clairement que lorsqu'on participe, lorsqu'on est d'accord avec les programmes du gouvernement, qu'on peut passer à ces gouvernements-là, on n'est plus dans l'opposition. Donc je crois que le peuple n'en veut pas. Il faut écouter ce que dit le peuple, ce que veut le peuple. Un musicien congolais l'a dit. Que demande le peuple? C'est Félix Soazé, quoi. Mais c'est important de suivre ces intelligences qui résonnent à travers la musique aussi. Mais le peuple va demander quelque chose à travers sa classe politique. Aujourd'hui, non, madame, la classe politique... C'est vrai qu'il y a une partie de l'opposition, on est tous d'accord que l'opposition est plurielle, il y en a une partie qui veut aller au dialogue sous une médiation internationale. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport à la résolution, aux résolutions 2098 et 2211, par exemple, en ce qui concerne ce dialogue? Non, madame. Moi, je crois que le dialogue en démocratie est permanent. Le dialogue, c'est pas le fait d'un forum qui s'organise avec des tralala et puis avec... Non, c'est pas ça le dialogue en démocratie. Le dialogue aussi, c'est ce qui se passe au sein des institutions.
Lorsque des grands débats se posent au sein des institutions, les acteurs institutionnels discutent et débattent sur des questions d'intérêt national, en respectant la Constitution et les lois de la République. Tous les débats celui-là, madame. Est-ce que nous sommes d'accord de pouvoir changer les règles de jeu en plein match? Sommes-nous d'accord de pouvoir considérer que les consensus des Sun City soient brisés par la volonté d'un individu ou de quelques individus qui n'ont que faire des intérêts des citoyens, rien que de leurs propres intérêts? C'est là le problème, il y a un consensus qui s'est dégagé dans ce pays. Après toutes les guerres qu'on a connues. Du fait qu'on dit qu'il n'y a jamais eu un dialogue de trop? Le problème n'est pas là, madame. Ne théorisons pas sur le dialogue. Quel est l'enjeu? J'ai indiqué tout à l'heure, l'enjeu pour ceux qui sont au pouvoir, et M. Kabila en tête, c'est de rester au pouvoir, quels que soient les prix. L'enjeu pour le peuple congolais, qui a été au référendum constitutionnel de 2005, et qui s'exprime, et s'est exprimé le 19, le 20, le 21 janvier, ils étaient très nombreux, ce n'était pas que les opposants, madame, je peux terminer, c'est de dire non au changement de la Constitution, oui à l'alternance politique en 2016. C'est ça l'enjeu. Maintenant, on va discuter de quoi? On va discuter de la manière dont l'alternance doit se faire en 2016. Si tel est le cas, c'est très intelligent comme ce bâtiment est intelligent. Ok, mais si c'est pour discuter d'un nouveau gouvernement d'union nationale, pour se partager les pouvoirs et se donner une prolongation de 3 ans, comme j'attends certains en train de les chanter déjà à la télé, je suis désolé madame, le peuple ne nous suivra pas. Alors, même s'il restait qu'un opposant, même s'il restait qu'un seul opposant par rapport à cela, il aura avec lui des millions de citoyens qui seront d'accord avec lui. De ce point de vue. Mais oui, alors que les autres déjà ont avancé en ce qui concerne ce dialogue, mais il y a un problème qui se pose en ce qui concerne la médiation. Que pensez-vous de cette médiation? Il faut poser la question à ceux qui sont d'accord avec les dialogues. Mais alors que... Nous, on n'est pas d'accord avec les dialogues. Mais alors alors qu'il a été dit dans la résolution 2098 que la communauté internationale doit promouvoir ce dialogue, il est là, ce dialogue dans la résolution 2098, donc on doit l'appliquer. Alors pourquoi ne voulez-vous pas aller au dialogue? Madame, la résolution dont vous faites allusion, c'est celle qui devait motiver les dialogues le dialogue qui devait avoir lieu à la place des concertations nationales. La majorité a dit à l'époque... il n'est jamais trop tard pour bien faire. La majorité a dit à l'époque, avec une certaine partie de l'opposition, que c'était ça ces dialogues-là. Nous, on a dit non, c'était pas ça. Maintenant, le contexte a changé. Il n'y a plus de guerre à l'Est, madame. Il n'y a pas de guerre à l'Est. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, il y a une guerre à l'Est. Mais il y a un problème sur vous ne vous mettez pas d'accord. L'opposition et la majorité ne se mettent pas d'accord sur le format du calendrier électoral. Mais il y a une autre résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, la dernière résolution, qui dit très clairement que l'important aujourd'hui, c'est les processus électoraux. Tout faire pour que les élections se déroulent dans les termes constitutionnels, surtout les élections présidentielles et législatives. Madame, c'est aussi une résolution. Mais alors, qu'est-ce que je reviens encore à ma question, puisque vous ne l'avez pas répondu. Ouais. Quelle lecture faites-vous sur les résolutions 2098 et 2211? Mais je viens d'y répondre. J'ai dit qu'il y avait un contexte qui a justifié la résolution 2098. Ce contexte-là, c'est le contexte des guerres à l'est du pays. Il y a un nouveau contexte qui justifie la dernière résolution. Cette résolution insiste sur le respect de délais constitutionnels et un processus électoral crédible. C'est de ça qu'il s'agit, madame. Alors, vous voulez prendre une résolution anachronique pour en faire une question du futur? Mais non, ça ne sert à rien. Prenez la résolution qui est là, qui cadre d'ailleurs avec les aspirations profondes du peuple congolais. Nous voulons le respect de la Constitution. Cette résolution dit aussi qu'il faut respecter la Constitution. Nous voulons des élections crédibles. Nous voulons une alternance politique. Cette résolution des Nations Unies aussi veut des élections crédibles. Elle veut aussi un processus électoral qualitatif. Donc les choses sont claires. Alors, ces dialogues, c'est pourquoi? Si c'est pour dire que on veut les élections du président de la République en novembre 2016, mais on veut se mettre d'accord sur la manière dont la remise de reprise doit être assurée.
Très bien. Si le dialogue veut dire, ben moi, M. Kabila, président de la République, je pense que mon mandat se termine là. Moi, je suis d'accord de pouvoir passer la main à notre président, mais je veux simplement qu'il soit garanti que les choses vont se passer comme dans un État civilisé, comme partout ailleurs. Mais très bien. Mais si c'est pour nous dire, madame, tel que nous le savons et nous le voyons, parce que certains opérateurs s'expriment très clairement. Il n'y a pas là, vous prêtez pas les intentions. Pourquoi n'irez-vous pas au dialogue justement pour savoir le contenu de ce dialogue? Vous êtes une journaliste très très informée. Mais vous suivez les acteurs politiques quand ils s'expriment à la télévision. Il y en a qui proposent la transition des 3 ans. Et ils le disent très clairement, ils ne mâchent pas les mots. Il y en a qui ont des difficultés pour se dire, mais qui sera candidat président dans notre camp? Et ça pose quelques difficultés. Je crois qu'il y a la Constitution de la République. Le chef de l'État en est les garants. Qu'est-ce que le président Kabila, son gouvernement, ne peuvent pas résoudre qui ne soit pas prévu dans la Constitution? Les élections, il y a la CENI, institution d'appui à la démocratie. La CENI propose un calendrier. On nous dit que la CENI est indépendante. Très bien. Mais aujourd'hui, les calendriers... À laquelle vous n'êtes pas d'accord. Attendez. Je parle maintenant de la nécessité ou pas du dialogue et de la capacité ou de l'incapacité d'un président à ne pas trouver des réponses avec la Constitution en vigueur. Il y a une Constitution, M. Kabila est capable de pouvoir appliquer la Constitution. Est-ce qu'il a des difficultés à dire le mandat du président au Congo, c'est 5 ans renouvelables une fois et en novembre nous aurons des élections? C'est compliqué ça? Est-ce que c'est difficile de dire il faut mobiliser des ressources qui sont disponibles par ailleurs? Parce que quand on veut les mobiliser, on fait tous les soirs, n'est-ce pas? Qu'il faut des ressources rapidement pour les élections provinciales. Non, madame. C'est une question de volonté politique et de la capacité du leadership à vouloir imprimer une dynamique positive pour les pays. Lorsqu'on veut créer la crise, on invente un dialogue. Ok, d'accord. Allez, on va parler d'autre chose. On va parler de la session extraordinaire qui va se terminer d'ici 2 semaines. Mais les violons ne s'accordent toujours pas entre majorité et opposition en ce qui concerne le vote de la loi sur la répartition de sièges. Êtes-vous sûr qu'on y arrivera à voter cette loi finalement d'ici le 2 août? Madame, nous avons dit au niveau de la dynamique de l'opposition que cette session était déjà inopportune. Parce qu'à la fin de la session, il a été convenu que nous nous retrouverions plutôt en septembre. Mais bon, une session extraordinaire et constitutionnelle. Ça, on ne peut pas remettre ça en question. Simplement, les matières inscrites, mais c'est matières qui posent problème, notamment la répartition des sièges des conseillers municipaux. Madame, rappelez-vous que lorsque ce projet de loi arrive à l'Assemblée nationale, il a été balayé à cause de son inconstitutionnalité et à cause des incohérences techniques. Inconstitutionnalité. Vous voulez répartir les sièges au niveau des conseillers municipaux, mais il y a une bonne partie de la population qui n'est pas concernée dans cette comptabilité, ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux majeurs. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de ces nouveaux majeurs pour répartir les sièges au niveau des conseils municipaux. C'est pas possible. Le faire, c'est violer la Constitution. L'opposition n'est pas d'accord qu'on ait banalisé la Constitution, que ça devienne un chiffon au service de ce qu'ils veulent faire n'importe quoi dans le pays. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, madame, la CENI a distribué à tous les députés le rapport annuel de la CENI. Je crois le rapport 2014-2015, je n'ai pas exactement la date en tête. Dans ce rapport, mais la CENI dit des choses extrêmement importantes, mais aussi extrêmement graves. Qu'il y a des groupements fictifs. Il y a des groupements qui existent, mais il n'y a pas d'enrôlés. Des doublons. Donc parlons que de ça. Il y a des groupements qu'on a cités, mais qui n'existaient pas. Il y a des groupements qui existent, mais qui n'ont pas d'enrôlés. Il y a des groupements dont les enrôlés d'un autre groupement sont venus se joindre à ces enrôlés-là. Madame, vous répartissez ces sièges de quelle manière si ces problèmes techniques ne sont pas résolus? Mais puisque... Troisième élément politique. J'ai parlé de la question constitutionnelle, j'ai parlé de la question technique, j'ai pas de l'élément politique, madame. Mais pourquoi est-on si pressé aujourd'hui à dire à la fois qu'on n'a pas d'argent pour les élections, mais en même temps vouloir ajouter une autre élection? J'apprends que par les institutionnels, les responsables institutionnels, chefs de l'État, chefs de gouvernement, président des chambres, que le pays n'aurait pas suffisamment de ressources pour pouvoir aller aux élections. Très bien, mais comment voulez-vous que les mêmes puissent dire « mais nous voulons toutes les élections tout de suite ». Nous disons « soyons intelligents ». Comme le bâtiment intelligent. Soyons intelligents. Est-ce que
On n'est pas intelligent. Les gens sont intelligents. Mais ils veulent utiliser l'intelligence pour torpiller la démocratie. Mais justement... et justifier des plans machiavéliques des métiers au pouvoir. Nous avons dit, les élections... Et d'ailleurs, le 27 février 2015, lorsque le calendrier global a été publié, l'opposition a fait une contre-proposition. Pour dire, voilà ce qui est réalisable. Donc, excusez-moi, je termine juste dans l'intérêt de nos téléspectateurs. Je pense que les élections qui sont exigibles aujourd'hui, c'est les élections des députés provinciaux, parce qu'il faut résoudre le problème de légitimité des gouverneurs, des problèmes de légitimité du Sénat. C'est les élections présidentielles et législatives, parce que ceci est fixé par la Constitution. Maintenant, les élections locales et municipales sont importantes. Mais pourquoi on ne les a pas organisées depuis 10 ans? Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne puisse pas les organiser. Nous disons, il faut les organiser en toute quiétude. Et je pense que pour garantir la crédibilité du processus et la transparence et même la faisabilité de toutes ces élections, en mettant en exergue la nécessité de mobiliser les ressources nécessaires, il faut les programmer après les présidentielles 2016. C'est pas compliqué, madame. Mais revenons sur cette loi de répartition de sièges, puisqu'il n'en existe pas une autre par rapport, parce que la CENI est en train d'attendre cette loi pour évoluer dans son travail. Et cela ne peut pas constituer un blocage, non, madame. Puisqu'il n'y a pas une autre loi qui peut la remplacer. Est-ce que la CENI a les capacités financières, logistiques, aujourd'hui, de temps pour organiser ces 3 séries d'élections au suffrage universel direct en un an? Ce n'est pas matériellement possible. Déjà, le calendrier électoral de la CENI est complètement dépassé, madame. Nous sommes presque fin juillet et le début d'opération des dépôts de candidatures prévus pour les élections locales n'a même pas commencé, la loi n'existait pas. Est-ce qu'on est dans quelle planète? Si on est dans la planète Terre et qu'on voit les choses telles qu'elles se présentent, on ne peut même pas en parler, madame. Donc je crois qu'il est plus cohérent si on est aussi intelligent, comme on l'a dit, mais surtout lorsqu'on est intelligent, qu'on a la volonté politique, que l'on puisse considérer que les élections réalisables, c'est les provinciales, parce qu'elles sont déterminantes pour les autres institutions à venir, surtout qu'ils sont rentrés dans la phase précipitée de la décentralisation, etc., avec des nouvelles provinciales qui doivent se tenir en novembre 2016. Et ainsi, en toute quiétude, après l'enrôlement des jeunes mineurs, plutôt après l'enrôlement du nouveau majeur, que l'on puisse maintenant respectueux de la Constitution, fixer les circonscriptions électorales des conseillers des secteurs et des conseillers municipaux, après qu'on ait vidé la question des groupements fictifs et des groupements qui prennent en charge les populations d'autres groupements. Alors, par rapport aux problématiques de calendrier électoral, que pensez-vous de la proposition sur laquelle on doit mettre une commission CENI majorité opposition pour résoudre ce problème? Mais c'est ce que nous avons suggéré. Lorsque le président Kabila nous envoie son émissaire, lorsqu'il appelle au dialogue, nous disons non au dialogue. Dans ce type de forum qui risque de piéger le pays. Mais nous disons par contre qu'il y a nécessité d'échanger autour du processus électoral. Voilà qui est important. C'est pour cette raison que nous avons été d'accord avec l'idée que la tripartite CENI, opposition, majorité puisse se retrouver régulièrement pour répondre aux questions que pose le processus électoral. Et de ce point de vue, le dialogue tel que proposé avec des préjugés que si nous avons des préjugés défavorables pour les dialogues, cette tripartite va permettre de vider ces préjugés et enlever la possibilité d'un dialogue qui ne sert à rien. Alors, si nous avons cette tripartite, à quoi servirait le dialogue, madame? Ok. Ok, allez, on va parler de découpage territorial, on est à la fin. C'est effectif, les nouvelles provinces sont là, les 26 sont là, et le porte-parole du gouvernement s'en réjouit, il dit même que c'est une réussite. C'est aussi votre avis? Vous savez, j'aime pas parler des hommes, surtout lorsqu'ils sont déterminés à défendre tout et à tout vent. Nous ne parlons pas d'un individu, nous parlons du porte-parole. Vous avez cité le porte-parole du gouvernement, ce n'est pas un individu. Je préfère parler de l'institution gouvernement. Et donc, le gouvernement a décidé, la majorité a décidé de pouvoir aller dans ce processus. Mais pour répondre à quelle question, madame? La finalité de l'action publique, c'est de créer les meilleures conditions de vie pour les citoyens, madame.
Est-ce que le pays n'a pas été bien géré parce qu'on avait 11 provinces? Mais justement, pourquoi vous ne voulez pas de cette nouvelle disposition, puisque c'est régi dans la Constitution? Je n'ai commencé qu'à répondre à votre question. Absolument qu'on Je n'ai commencé qu'à répondre à votre question pour dire la décentralisation était choix constitutionnel. Et personne, en tout cas, ne peut dire le contraire. Je ne voudrais pas vous donner la suspicion que nous avons d'avoir eu cette majorité qui est là depuis 10 ans aujourd'hui, qui n'a pas été capable d'impulser ce processus depuis 2007. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est trop facile d'attendre que la fin pour tout faire. C'est trop facile et finalement de ne rien faire à la fin. Donc, maintenant, il y a quand même un problème. L'opportunité actuelle de la mise en œuvre de ces processus. Madame, 2-3 petits problèmes que je vais soulever dans l'intérêt des Congolais. Le premier problème, c'est que nous sommes en pleine période électorale, en plein processus électoral. Le gouvernement nous dit qu'il n'a pas beaucoup de moyens. Mais le processus de découpage tel qu'enclenché a un coût matériel et financier. Ils ont trouvé subitement de l'argent pour un processus de découpage qualitatif qui permet d'éviter tous les spectacles des ministres qui seront à vélo. Je vais poser cette question tout simplement. Je ne pose pas la question des bâtiments publics. Je pose les problèmes des juridictions adaptées à ces découpages. Vous savez que dans les contentieux électoraux que nous avons connus il y a peu avec les dépôts de candidature, les gens étaient obligés pour l'Équateur de quitter Gbadolite, de quitter Guéména-Lissala pour aller en Bandaka, où il n'y a qu'une seule cour d'appel, naturellement. Les cours d'appel existent-ils partout? C'est un autre débat, madame. Donc on ne peut pas dire qu'on n'a pas de moyens. On ne peut pas être assuré qu'il n'y a pas un accompagnement administratif, juridique, approprié et précipité les provinces dans une espèce de découpage à la va-vite. C'est un problème de gestion, ce n'est pas une question politique, madame. C'est une question de gestion des personnes et des entités. Deuxième problème par rapport à cela. Maintenant, vous savez que j'apprends que c'est le ministère de l'Intérieur qui désormais fixe les dates des élections. C'est une violation à la loi. Non, c'est le ministère de l'Intérieur qui dit les élections des gouverneurs, ça sera le 28. Ça sera mon Dieu. Du 27 au 13 août. Mais mon Dieu, et qui a fixé ça? Et c'est la CENI ou c'est le ministère de l'Intérieur, madame? C'est le ministère de l'Intérieur. C'est la relève Depuis quand le ministre de l'Intérieur ou le ministère de l'Intérieur est devenu compétent pour fixer les délais et les dates d'élection, madame? Mais ce n'est pas possible. C'est une république bananière. Il faut une alternance politique dans le pays. Il faut absolument une alternance politique dans le pays pour mettre hors d'état de nuire ce type de comportement. Troisième élément, madame. Je disais qu'il y avait un calendrier électoral. Dans ces calendriers ne figurent pas les élections, ces élections dont on parle au niveau du ministère de l'Intérieur. Et qu'on va organiser au vu au sud de tout le monde, en violation de toutes les règles établies par rapport au processus électoral. Ça n'existait pas dans les calendriers, n'est-ce pas, madame? Et donc, voilà une mission de la CENI qui est prise en charge par une autre institution ou d'autres institutions. Alors que... Je termine, madame. Je termine par... Mais qu'est-ce qui motive des responsables d'une nation lorsqu'on sait que d'ici en octobre 2015, il est prévu, en principe, les élections des députés provinciaux et que ces derniers, forts de cette légitimité, devront désigner les prochains gouverneurs, qu'on puisse chercher 2 élections successives alors qu'on dit qu'on n'a pas de moyens. Alors, si on ne veut pas installer les chaos dans le pays. Donc c'est des actions conjuguées. La recherche d'un foutu dialogue, un découpage à la va-vite, n'est-ce pas? La volonté de vouloir avoir des élections cumulées en étant record, alors qu'on dit qu'on n'a pas de moyens. Tout ceci, c'est un conglomérat de faits pour faire exploser et créer une crise politique dans le pays afin de justifier tout ce qu'on a comme projet, les glissements et le changement de la Constitution. Le peuple n'en voudra pas, madame. Alors, que pensez-vous de l'idée selon laquelle il faudra désigner les fonctionnaires des administrations locales comme gouverneurs intérimaires? Puisque les 26 provinces existent déjà. Est-ce que c'est urgent, madame? Mais puisque ces provinces existent déjà, les nouvelles provinces sont déjà là, comment seront-elles administrées? Nous sommes capables de dire, nous étions capables d'éviter ces chaos-là. Nous étions capables de l'éviter, parce qu'il n'y avait pas péril en la demeure par rapport à ces sujets.
nous aurions simplement dû dire que les élections, on insiste sur les élections provinciales, que ça se déroule bien et vite, pour que ces élections-là puissent donner l'occasion, une fois pour toutes, de faire le choix des nouveaux gouverneurs, des nouvelles assemblées. Mais on est en train de mettre le chaos dans le pays, par ceux qui sont censés préserver la paix et la quiétude. Mais j'aimerais aussi que nos gouvernants se précipitent sur la résolution des problèmes sociaux. Madame, lorsqu'il y a des coupures d'électricité de façon permanente, on ne s'en soucie pas. Ils ont acheté leur groupe électrogène et c'est bon pour eux. Lorsque les fonctionnaires ont moins de 100 $ par mois, ça ne les regardait pas. N'est-ce pas? Ils ne courent pas pour résoudre les problèmes du fonctionnaire. Lorsque les militaires et les policiers sont mal payés, ça ne les intéresse pas. Il n'y a pas urgence. Il y a urgence que lorsque ça concourt à la conservation du pouvoir. Mais lorsque ça concourt à améliorer les conditions de vie des citoyens, il n'y a pas urgence. Au contraire, ce qu'on observe, c'est des discours idéologiques pour dire voilà, on a augmenté les salaires d'autres. Non, madame. Oui, mais entre-temps, puisque vous êtes de l'Équateur, maintenant vous êtes de Sud-Ubangui, c'est votre nouvelle province. Oui, ceux de la province de... Quelle province? Allez, les nouvelles provinces, la Mongala. La Mongala, c'est aussi une nouvelle province pays, quoi, voilà. Qui déjà s'est imprégnée de leur nouvelle province et elle est même en train d'organiser, ceux ressortissants de la Mongala sont en train d'organiser un forum économique sur le développement économique. Qu'en est-il de vous ressortissants de Sud-Ubangui? Non, je pose d'abord un problème global. Il ne faut pas me rentrer dans les questions sectorielles comme si j'adhérais à la thèse actuelle. Mais je suis d'accord avec la descente, madame. Les uns et les autres commencent déjà à y adhérer. Laissez-moi répondre à la question. J'ai dit que c'était inopportun d'avoir décidé ça maintenant, au moment où nous avons un grand processus électoral qui exige de moyens, mais aussi au moment où l'État est conscient que ça sera des provinces qui vont fonctionner comme des districts en réalité, avec des chefs de district à la tête, mais appelés désormais gouverneurs. Tout simplement. Je crois que le débat n'est pas qu'il y ait forum à gauche ou à droite. Les forums dans ce pays, on a eu. Hein. Vous savez que les intellectuels de ces pays sont capables de pouvoir dire, s'il y avait la volonté politique au sommet, de dire on n'a pas besoin de tous ces forums. Madame, la Chine n'est pas décentralisée. Vous avez parlé de la Chine tout à l'heure. La Chine n'a pas d'État, etc. Mais il y a une volonté politique au sommet. Une détermination à pouvoir développer les pays, à changer la donne. Les choses ont changé. Alors, la Corée du Sud... Puisque vous ne reconnaissez pas les élections de gouverneurs qui va s'organiser d'ici là... j'ai pas dit ça. Alors, c'est-à-dire le CDR n'est pas aligné un candidat? Non, le CDR reste cohérent par rapport à lui-même. Il n'est pas possible d'accompagner la majorité dans sa volonté à créer de la cacophonie et le chaos dans le pays. Non, on ne va pas l'accompagner. Simplement cela. Voilà, nous allons aider les citoyens congolais à pouvoir vivre dans un état normal, avec des responsables normaux et des institutions normales. Voilà le point de vue du CDR. Si on doit rentrer dans le chaos, on sait comment ça va se passer. Ils seront nommés avec une parodie d'élection et l'affaire est terminée. Ça sert à quoi? J'étais candidat gouverneur 2 fois et je sais de quoi je parle. Ok. Donc on retient que vous n'alignerez pas de candidat. On n'est pas, même pas aligné, on n'est pas dans la dynamique du chaos qui se prépare. On n'est pas dans la logique du chaos. On attend les élections provinciales, on attend les élections présidentielles en 2016, au cours desquelles le CD va présenter un candidat président de la République. C'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Probablement. Alors à quand votre congrès? Pourquoi on vous désigne finalement? Parce qu'il ne faudrait vraiment pas qu'il y ait dictature. Mais c'est pas encore fait. Puisque vous savez déjà que ça sera bon. Mais vous savez, dans tous les partis politiques du monde, à 1 an des échéances présidentielles, si on a des partis politiques sérieux, on devrait savoir au sein des partis politiques qui peuvent assumer telle ambition. Ça ne doit pas être fait comme dans une génération spontanée. Non, ce n'est pas possible. Ça se prépare et l'opinion doit être préparée à cela. Et donc le CDR a déjà indiqué depuis longtemps qu'il aura un candidat président de la République, parce que nous avons un projet, nous avons des idées, nous avons des propositions pour résoudre les problèmes du Congolais. Et parce que nous considérons que le problème du Congo, c'est la qualité et la capacité du leadership au sommet à pouvoir impulser le développement économique et social. Mais c'est aussi la qualité des institutions, doublée de bonne gouvernance. Ces 3 éléments permettent au pays, à tous les pays du monde, de pouvoir se développer le plus vite possible. Le Congo a un fort potentiel de développement économique.
Il faut simplement les mobiliser à travers un leadership visionnaire et très déterminé. Ce n'est pas de l'opportunisme en ce qui concerne le CDR, qui n'a qu'un an d'existence. Madame, c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas un an d'existence comme parti politique. Le problème, c'est des idées précises par rapport à l'avenir du pays. Et nous avons vu aux États-Unis Barack Obama, qui était sénateur, devenir candidat président de la République, être soutenu par son parti politique et devenu président aujourd'hui. Ok. Et on a vu Hollande, qui n'était pas secrétaire national du parti, bien sûr, ancien secrétaire national du parti. C'est un membre du Parti socialiste qui, au moment de la compétition électorale, s'est présenté comme candidat président. Il a gagné. On le verra avec le CDR, qui est un parti jeune, mais qui a des acteurs d'une qualité exceptionnelle et qui va susciter l'adhésion des Congolais et l'intérêt des élites comme de la population par rapport au projet que nous avons. Nous avons un projet clair, nous sommes capables de répondre à chaque question que pose la société Congo, si c'était l'occasion de faire ce débat-là. Ok. Messieurs, l'honorable, je veux dire, Jean-Lucien Boussa, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation une fois de plus. Vous êtes un habitué de cette émission. Merci beaucoup. Merci madame de cette opportunité. Merci aussi à vous de nous avoir suivis pendant 45 minutes. Vous nous avez certainement pris en cours. L'émission revient demain à 7h15, mais également le vendredi à 22h. Nous reviendrons le mardi prochain à 20h30 avec un nouvel invité et de nouvelles questions d'actualité. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout restez avec nous sur B1.